cette vidéo pour vous parler de mon nouveau livre, Sionisme et mondialisme, avec un sous-titre, Le sionisme de ses origines au Troisième Reich, 1895-1941, aux éditions Nouvelle Terre. Le livre, il vient de sortir, vient de paraître. Alors, je vous invite à vous le procurer aux éditions Nouvelle Terre. Il est en prévente. Sur Amazon, ils n'ont pas encore mis la couverture du livre et il est présenté comme actuellement disponible, mais rassurez-vous, c'est temporaire. Dans très peu de temps, ça va être disponible sur Amazon. Cependant, pour l'avoir plus rapidement, adressez-vous donc au directeur des éditions Nouvelle Terre et là, vous aurez le livre. Bon, ainsi que mon autre livre, qui est donc Archives du mondialisme, le tome 2. Alors, le livre, donc, Sionisme et mondialisme. Voyez-vous, j'ai fait ce livre parce que j'avais déjà, dans mon livre Archives du mondialisme, aux éditions Nouvelle Terre, évoqué le démarrage du sionisme, dans le chapitre 4. Et d'ailleurs, je ferai tout à l'heure deux petites citations. Et j'ai voulu étudier ce thème absolument capital qui concerne certes le monde juif, les mondes juifs, parce qu'en fait c'est un monde fractionné, mais aussi les États européens, les États-Unis, le monde entier, le monde musulman, et la France en particulier. Alors, présentation générale, c'est un livre qui fait environ 500 pages. Il y a 280 pages de rédaction de ma part, et vous avez environ 220 pages composées d'annexes, 27 au total. En fait, ces annexes sont des pièces d'archives essentiellement en langue allemande, il y en a un peu en anglais, il y en a même une en latin, mais que ce soit allemand, anglais, latin, ces pièces d'archives sont toutes traduites en français. Et d'ailleurs, c'est pourquoi le livre est un peu épais. Toutes traduites en français, parce que j'ai voulu d'abord sauver ces pièces d'archives, les originaux. C'est une manière aussi de prouver la véracité des faits que j'apporte, et puis les traduire pour ceux qui ne sont pas germanophones ou anglophones. Bon. Le livre Sionisme et mondialisme, le sionisme de ses origines au Troisième Reich, 1895-1941. Une étude, à ma connaissance, qui n'a jamais été faite, du moins en langue française. Parce que le livre, dans la partie rédigée, donc les 280 pages, se subdivise en deux parties. La première partie est consacrée à Theodor Herzl, le fondateur du sionisme, situé dans le temps, 1860-1904, il est mort jeune, à 44 ans, problème cardiaque. Et la chose qui n'a jamais été faite et qui me tenait à cœur depuis des années, c'était de lire, d'obtenir les carnets complets de Theodor Herzl. Certes, j'avais des extraits à titre personnel dans ma bibliothèque, mais les carnets complets, introuvables. Il m'a fallu des années pour les trouver. Et j'ai pu donc trouver ces carnets en 5 volumes, 2000 pages. Et dans cette première partie de mon livre Sionisme et mondialisme, j'ai fait une sorte de super note de synthèse de ces 2000 pages des carnets complets de Theodor Herzl. Ces carnets sont au sionisme ce que la Bible est au christianisme, le Coran à l'islam ou encore Mein Kampf au nazisme. C'est-à-dire que lorsque vous lisez les carnets complets, vous avez une compréhension complète de ce qu'est le sionisme, l'âme du sionisme. Et je peux vous dire à titre personnel, les carnets complets de Herzl, j'utilise un terme un peu particulier ou étonnant, m'ont bouleversé par les révélations. Il y a des passages qui sont atomiques. Parce qu'on a une compréhension du monde avant 1914, une compréhension des mondes juifs, le sionisme n'étant qu'une fraction de ce monde juif. On a une étude des rivalités internes, que ce soit en Autriche, en Allemagne, en Russie, l'Empire ottoman, l'Empire britannique, la France. Et on a une compréhension de ce qui va suivre après ces événements, après la mort de Herzl. Et en 2020, nous vivons, si je puis dire, sur cet acquis, parce que la situation de 2020 n'est que la conséquence des événements de la Première Guerre mondiale annoncés déjà par Herzl. La Première Guerre mondiale, c'est une guerre entre clans sionistes. Et il le dit lui-même. Bon. Enfin, en tout cas, il le prévient. Alors,
Ces carnets, d'un point de vue général, qu'est-ce qu'ils annoncent? Carnet commencé en 1895, terminé en mai 1904. Il meurt début juillet 1904. Ces carnets, en fait, c'est l'annonce, la volonté de créer un État juif. Et un État juif qui se trouve à l'époque avec, comment dire, l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, c'est la Turquie actuelle, plus de vastes territoires de la péninsule arabique. Et l'objectif de Herzl et de ses disciples, c'est de vouloir créer cet État juif, que la diaspora juive puisse s'établir dans cet État. Et les carnets révèlent que la finalité du sionisme, c'est, et je cite Herzl, je viens vous dire déjà que pour mon livre, vous avez à peu près 802 bas de page, j'ai dû bétonner, parce que vraiment, en raison du côté délicat du sujet, il valait mieux être prudent. L'objectif de Herzl, il écrit tout net dans ses carnets, c'est de créer un État juif au sein d'un monde unifié, d'une humanité une, donc un monde sans frontières, en faisant disparaître, comme il écrit lui-même, l'idée de patriotisme au sein des nations. Donc vous voyez que la création de l'État d'Israël va de pair avec une gouvernance mondiale et la disparition du patriotisme au sein des nations. Et il va plus loin, puisque vous avez une rivalité entre deux empires, enfin, on peut dire déjà trois, mais en fait deux essentiellement, l'Empire allemand, empire terrestre, et l'Empire britannique, empire maritime. Il faudrait rajouter un troisième empire, l'Empire russe. Et c'est très intéressant de voir que Theodor Herzl, qui est autrichien de naissance, va balancer entre ces deux mondes, entre ces deux puissances, essayer d'attirer à lui les faveurs du pouvoir politique britannique, les faveurs du pouvoir politique allemand. Et il y a une chose qui se passe à la fin du XIXe siècle, c'est la volonté des autorités allemandes de construire, ça j'en ai déjà parlé dans Atlas du mondialisme, qui va être, je le dis tout de suite, réédité, réimprimé d'ici quelques semaines. Normalement pour la rentrée c'est bon. Déjà dans Atlas du mondialisme, j'explique que l'histoire du Bagdad Ban, c'est cette immense voie ferrée qui avait été élaborée par donc, les autorités politiques, économiques et militaires allemandes, qui partait d'Hambourg, traversait l'Allemagne, l'Empire d'Autriche-Hongrie, la Serbie, ça c'était le talon d'Achille, puis ensuite l'Empire ottoman, et ça zigzaguait pour traverser la Mésopotamie, l'actuel Irak, jusqu'au Golfe Persique, le Châtel arabe, hein, le Koweït, ces coins-là. Bon. Et l'objectif de l'Empire allemand, c'était de contrôler la production, d'abord l'acheminement, la production et l'acheminement du pétrole, en sachant que le pétrole n'a été véritablement produit dans cette zone-là qu'après la Première Guerre mondiale, mais déjà il y a eu donc, comment dire, des études géologiques qui avaient été faites qui montraient qu'il y avait d'immenses réserves de pétrole qui allaient donc prendre la place du charbon. Et donc le pays qui contrôlait la production et l'acheminement de ce pétrole contrôlait donc le robinet de pétrole et contrôlait donc et assure en tout cas une suprématie sur les autres pays. Et Berlin voulait donc assurer une place, sa place au soleil, face à l'empire thalassocratique britannique. Et les Anglais, évidemment, étaient archi contre. Le Bagdad Ban, c'était un oléoduc sur rail. Voilà, pour faire court. À cela s'ajoutait évidemment la volonté de la part de Berlin, en lien avec l'Autriche-Hongrie, de créer un sort de bloc politico-économique militaire, Allemagne, Autriche-Hongrie, Empire ottoman, sous la férule de Berlin, et tout ça aux dépens du monde britannique, et incidemment aussi du monde russe. Bon. Donc ce fameux Bagdad Ban était un élément clé contre des hydrocarbures donc, et de toute la zone stratégique, et qui plus est, les Allemands voulaient construire une base navale au niveau de l'actuel Koweït, pour aller ensuite enquiquiner les Anglais avec les Indes, enfin l'Inde, la paire de l'Empire. Et donc, Herzl va jongler entre ces deux mondes. C'est ce qu'il raconte dans ses carnets. Il jongle entre ses volontés impériales allemandes et ses volontés impériales britanniques. Et c'est celui qui se montrera le plus habile, le plus offrant, qui verra donc Herzl, qui fera en sorte qu'Herzl finalement rejoindra tel ou tel groupe. Mais en fait, cela se verra surtout après sa mort. Mais déjà, il y a des indications. Les carnets complets commencent en 1895 et il faut mettre ça aussi en liaison avec la rédaction d'un livre qui paraît au même moment, le livre d'Herzl qui est Der Judenstaat,
La Judenstaat, traduction littérale en français, l'État des Juifs, c'est au pluriel, Judenstaat. Et il explique donc déjà dans son livre la volonté de créer cet État juif. Et ces explications sont bien plus larges dans ses carnets. Le fait de lire ces carnets, je vous dis, il y a des moments passionnants, bouleversants, révélateurs. Herzl est un homme hors norme. Et lors du premier congrès sioniste tenu en Suisse, à Bâle, en 1897, il va réussir ce congrès, qui est un succès, et il va écrire une phrase dans ses carnets qui est absolument extraordinaire. J'ai la citation. Il a écrit, 1897, « À Bâle, j'ai fondé l'État juif ». Si je disais cela publiquement aujourd'hui, la réponse serait un rire universel. Dans 5 ans peut-être, dans 50 ans sûrement, tout le monde le reconnaîtra. Écrit dans ses carnets en 1897, suite donc à ce congrès de Bâle, pas 50 ans, 51 ans après, 1948, effectivement, création de l'État hébreu. Il y a un côté visionnaire chez le bonhomme. Et dans ces carnets complets, il y avait en annexe la reproduction en allemand de cet écrit. Et cette annexe représentant donc les écrits de Herzl, avec ce passage donc, que je vous ai cité, In Basel habe ich den Judenstaat gegründet, etc. Eh bien, c'est dans l'annexe, dans une des annexes de mon livre, Sionisme et mondialisme, et normalement, vous devriez voir aussi cette page apparaître sur l'écran, pour illustrer donc mes propos. Donc, vraiment incroyable, ce Herzl. C'est un visionnaire. Donc, comme je vous l'ai dit, Herzl se rend compte que la création de cet État juif, en lien avec cette voie ferrée traversant l'Empire ottoman, la Mésopotamie, jusqu'au Golfe Persique, donc l'aspect géostratégique avec les implications militaires, le pétrole, il sait que tout va se jouer entre le monde allemand ou le monde anglo-saxon, entre Berlin et la City de Londres. Il a parfaitement compris cela. Et lors d'une entrevue avec le grand-duc de Bade, le grand-duc de Bade était un conseiller intime de l'empereur Guillaume II, du Kaiser, Theodor Herzl tient des propos où il montre qu'il a pigé tous les enjeux, et la citation que je vais vous donner de Herzl, tirée de ses carnets du 15 décembre 1898, montre bien que l'avenir du sionisme va se jouer entre Berlin et Londres, mais il précise une chose, que le problème, c'est qu'au sein du monde juif et du monde sioniste, vous avez une partie de ce monde sioniste qui est pour Berlin, et une autre partie du monde sioniste qui est pour Londres, la City de Londres. Et ces deux clans juifs sionistes se font une guerre. Et indirectement s'annonce la guerre de 14, la rivalité entre deux mondes, deux blocs de factions juives sionistes. Je cite Herzl, donc suite à son entretien avec le grand-duc de Bade. Afin que cela ne devienne pas fastidieux, je donnerai, arrivé à ce point, la conclusion de ces diverses successions d'idées. Écoutez bien, la question est, devons-nous obtenir une protection allemande ou anglaise? Déjà, il pose le sujet. Le protectorat de toute autre puissance est à présent hors de question. Aujourd'hui, notre mouvement est orienté vers un protectorat allemand. Compte tenu de la bonne fortune qui m'a permis de prendre contact avec Votre Altesse Royale, donc il s'adresse au grand-duc de Bade, ceci a été une pensée constante, chose à laquelle je suis naturellement enclin, de par mon éducation et de par ma qualité d'homme de lettres allemand, que nous devons axer nos efforts afin d'obtenir la protection de l'Empire allemand et de la loi allemande. L'inclination de la politique allemande, récemment reconnue, de prendre pied plus à l'Est, l'intérêt religieux et politique de la part de Sa Majesté l'Empereur, Guillaume II, concernant la terre de nos pères, le fait notoire que l'influence allemande en Turquie est devenue prédominante, tout cela, écoutez bien ce passage, tout cela a renforcé au sein de notre mouvement l'opinion que je représente en opposition avec ceux considérant une protection anglaise comme souhaitable. Donc, il y a déjà au sein du mouvement sioniste
chapeauté par Herzl, deux branches rivales. Il continue. Il convient de prendre une décision à brève échéance. Maintenant, je crois fermement que même dans l'éventualité de l'établissement d'une société foncière, en vertu du droit civil, avec son siège en Angleterre, cela n'exclut pas la possibilité d'avoir un règlement établi sous l'égide d'une protection allemande dans le cadre du droit international et à une date ultérieure, écoutez ce passage, et à une date ultérieure, peut-être une sorte de coprotectorat germano-anglais. Peut-être une sorte de protectorat germano-anglais, mais qui peut prévoir les complications et les difficultés qui pourraient alors surgir. Toute cette entreprise oscillerait entre deux, voire plusieurs puissances. Donc vous voyez que Herzl a pigé que tout va se jouer entre Berlin et Londres, l'Empire allemand et l'Empire britannique, et que au sein de son mouvement sioniste, il y a deux factions sionistes qui s'opposent. La faction sioniste allemande qui veut l'État juif avec cette voie ferrée et le contrôle des hydrocarbures sous la direction de Berlin, puis l'autre faction juive sioniste qui, elle, veut la même chose, mais sous la direction de la City de Londres. Tout est résumé dans ce passage. Alors, Herzl, vous verrez cela dans la première partie que j'ai synthétisée des 2000 pages de carnet complet de Herzl, il jongle en permanence entre ces deux mondes. En fait, il va essayer de se vendre au plus offrant. Et à un moment donné, face aux Anglais, quand je dis aux Anglais, aux autorités politiques anglaises, Lord Salisbury par exemple, il va tenir des propos d'une puissance, extrêmement révélateur, où il dit en gros aux Anglais, aux autorités politiques anglaises, que si vous nous servez, nous les juifs sionistes, pour la création de cet État juif, avec tous les éléments que vous avez cités précédemment, voies ferrées, contrôle du pétrole, il dit en gros, les juifs seront reconnaissants à l'égard du monde britannique et seront vos agents. Et je vais vous faire la citation exacte. Citation donc de Theodor Herzl au début de l'année 1902. Je cite Herzl. Il y a, selon une estimation prudente, 10 millions de juifs dans le monde entier. Il ne leur sera pas partout permis de porter ouvertement les couleurs de l'Angleterre, mais ils porteront tous l'Angleterre dans leur cœur si, par un tel acte, ce pays devient la puissance protectrice du peuple juif. D'un coup, l'Angleterre obtiendra 10 millions de sujets actifs et discrets, mais loyaux, dans tous les domaines de la vie et dans le monde entier. Ils vendent, en parlant des Juifs, ils vendent des aiguilles et du fil dans beaucoup de petits villages de l'Est, la Russie essentiellement. Mais ils sont aussi d'importants marchands, industriels, agents de change, savants et artistes et journalistes et tant d'autres choses. Dès le signal donné, ils se placeront tous de même au service de la généreuse nation qui leur a apporté l'aide si longuement désirée. L'Angleterre obtiendra 10 millions d'agents pour sa grandeur et son influence. Et l'impact de ce genre de choses se répand habituellement de la politique à l'économie. Ce n'est sûrement pas une exagération de dire que le juif achètera et propagera plus facilement les produits d'un pays qui a apporté un bienfait au peuple juif que ceux d'un pays dans lequel les juifs sont maltraités. Puisse le gouvernement anglais reconnaître l'intérêt qu'il y a à gagner à sa cause, le peuple juif. C'est extraordinaire, et croyez-moi, il n'y a pas que ça comme passage extraordinaire. En tout cas, Herzl va tout faire pour amener à la réussite de ce projet, mais il va taper à toutes les portes. Certes, il s'adresse en priorité à l'Allemagne et à Londres, à l'Angleterre, mais il va aussi s'adresser au monde autrichien, au monde russe, au monde français et à l'Empire ottoman. Et c'est ça qui est frappant, très moderne dans ces carnets. On a un éclairage, non pas de l'état profond, mais des états profonds. Parce que vous avez
Je vous ai dit qu'il y avait des factions diverses au sein du monde juif, et en particulier au sein du monde sioniste, une branche pro-Berlin et l'autre pro-Londres, pro-anglaise. Mais en fait, on se rend compte que ce phénomène existe dans tous les pays européens, russes, autrichiens, etc., et qu'il y a des rivalités entre factions juives au sein de ces pays, et qui se tapent entre elles. Vous avez des factions juives pro-Herzl, et puis d'autres qui sont violemment anti-Herzl. Et quand je dis violemment, les termes qu'utilise Herzl dans ses joutes verbales avec ces milieux-là, c'est épouvantable. Et les propos tenus par les factions juives opposées à Herzl, c'est épouvantable. À un moment donné, Herzl écrit qu'il n'a plus qu'assez des propos de la vilainie, c'est le terme qu'il utilise, et il ajoute même ce passage que si ça continue comme ça, si cette vilainie de la part de certains clans juifs à son égard continue à ce rythme-là, il ajoute dans ses carnets qu'il va devenir le plus grand de tous les antisémites. J'ai mis la référence, croyez-moi. Bon, mais il y a une chose, c'est que dans cette histoire, il y a un élément clé, c'est la famille Rothschild. Et plus précisément, la famille Rothschild, avec Nathan de Rothschild de Londres. Les Rothschild de Paris jouent aussi un rôle, mais ça, je n'en parlerai pas, enfin, c'est dans le livre. C'est le clan Rothschild de Londres qui va jouer un rôle capital. Et cette famille, Nathan Rothschild en particulier de Londres, s'oppose farouchement à Herzl. Il faut voir, plutôt lire, les termes utilisés par Herzl pour parler de Rothschild. Si je m'amuse à écrire comme ça, je suis poursuivi en justice tout de suite. Et chose très intéressante, malgré cette bagarre à mort entre Herzl et les Rothschild, à un moment donné, il va avoir une entente entre ces deux mondes. C'est bien simple, Herzl ira même manger chez Rothschild, Nathan Rothschild à Londres, et il va avoir un accord. Et je peux vous dire que les Rothschild de Londres n'ont pas été très clairs, enfin je ne rentre pas dans les détails, mais ce qui a été préparé et rédigé entre Nathan de Rothschild de Londres et Herzl, c'est extraordinaire. Je ne vous le dis pas. Je vais simplement publier les originaux des lettres de Herzl adressées à Rothschild, puis les réponses de ce dernier, Herzl. En tout cas, le projet de Herzl, création d'un État juif avec une idée de voie de communication et de production de pétrole à contrôler en Mésopotamie, le projet est bien lancé. Il meurt le 3 juillet 1904 à 44 ans de problème cardiaque, mais une chose est sûre, son idéal est bien lancé, c'est même l'élément clé qui va déterminer la Première Guerre mondiale. Le coup de l'Alsace-Lorraine, c'était que la carotte devant les Français et les Allemands. En fait, la cause profonde, véritable de la Première Guerre mondiale, c'est l'opposition entre le monde juif sioniste allemand et le monde juif sioniste anglais pour le contrôle des zones d'hydrocarbures, la création de l'État d'Israël. Et Première Guerre mondiale voit les choses se mettre en place avec, en 1917, la déclaration de Balfour, c'est-à-dire la reconnaissance par le gouvernement britannique d'un foyer juif en Palestine. Cette déclaration Balfour est la première étape, en 1917, permettant donc la création d'un foyer juif en Palestine, sous l'égide, et la reconnaissance en tout cas, du gouvernement britannique. Bon. Et d'ailleurs, cette Palestine sera donc placée sous mandat britannique, avec la reconnaissance de la SDN, la Société des Nations, dès 1922. En fait, ça avait commencé avant, dès l'année 1920, avec le haut-commissaire anglais, Herbert Samuel, qui était le neveu du banquier Montagu, qui lui-même avait travaillé avec Theodor Herzl. Vous voyez, il y a des transmissions comme ça, de généalogie idéologique. L'entre-deux-guerres. L'entre-deux-guerres, donc vous avez une Allemagne qui était battue, et qui va être terrassée par la crise économique de 1929. Et ça va vraiment jouer un très grand rôle. Une misère noire, les Allemands ont vraiment souffert. Tout simplement, les Allemands sont morts de faim durant la crise de 1929. Et ceci explique beaucoup l'arrivée d'Adolf Hitler en janvier 1933 au pouvoir.
Alors, en raison quand même du caractère antisémite du régime nazi, il suffit de lire les articles 4, 5 et 8, je crois, du programme nazi, il y a eu de la part des instances juives mondiales une réaction plus que vive, puisque ces instances juives mondiales, que ce soit en Angleterre, États-Unis, etc., ont voulu établir un boycott. Et ça, c'est un élément capital, puisque l'économie allemande était déjà bien affaiblie. Le fait d'établir un boycott bloquant les exportations allemandes, du Made in Germany, c'était tout simplement la mise à mort de l'économie allemande et, par ricochet, l'effondrement du régime nazi. Hitler n'aurait pas tenu. Si Hitler a été élu, c'est que les Allemands espéraient voir en lui un homme pour redresser la situation. Et donc, le boycott était vraiment assez mis à mort, hein, si vraiment il avait été appliqué dans son intégralité, chose qui n'a pas été faite totalement. En partie, oui, totalement, non. Alors, je développe tout ça dans mon livre, donc, Sionisme et mondialisme, mais déjà, pour vous montrer cette volonté d'une frange du monde juif voulant établir un boycott, et là aussi, je l'explique, avec ceux qui voulaient l'appliquer avec férocité, et puis une autre frange qui voulait l'appliquer avec les apparences, il y a eu des nuances, vous avez eu un journal britannique, le Daily Express, dans son édition du 24 mars 1933, qui a publié un article en première page qui était « La Judée déclare la guerre à l'Allemagne ». Alors déjà, ce document, je l'ai publié déjà donc dans mon livre Archives du mondialisme aux éditions Nouvelle Terre. Pour ceux qui l'ont, il est donc disponible. J'ai voulu le remettre donc dans mon livre Sionisme et mondialisme parce que véritablement, il explique bien des choses. Alors, voilà donc l'original. Alors, je tiens à vous dire que l'original du Daily Express du 24 mars 1933, donc dans Archives du mondialisme et à nouveau dans Sionisme et mondialisme, ce document, c'est l'authentique, parce qu'il y a des modèles qui sont sur Internet, qui ont été falsifiés, modifiés, qui sont faux. En fait, j'ai réussi à trouver l'original à la bibliothèque François Mitterrand. Voilà, l'original. D'ailleurs, on le voit, le papier est fatigué, il est noirci, un peu déchiré sur le côté, mais c'est l'original. Donc, on a la preuve de montée de boycott du monde juif, mais je tiens à préciser, avec toutes les nuances entre ceux qui voulaient un boycott violent, d'autres apparents. Une faute de temps, et puis aussi parce qu'il faut vous laisser découvrir le livre, vous verrez qu'il n'y a pas un monde juif, il y a des mondes juifs, comme il n'y a pas eu un monde nazi, il y a eu des mondes nazis, parce que vous avez eu des rivalités au sein de différentes factions nazies face au boycott. Là aussi, très intéressant. Bon. Alors, en raison de ces volontés de boycott, proclamées dans le Daily Express du 24 mars 1933, vous avez eu une réaction d'Adolf Hitler avec des premières mesures antisémites, avec en particulier le port de l'étoile jaune. Bon. Et il est très intéressant de voir, quand je dis très intéressant, le mot est faible, c'est passionnant, de voir la réaction de la Fédération sioniste allemande. Il faut savoir que vous avez donc la Fédération sioniste allemande, mais différentes fédérations sionistes dans différents pays, avec une maison mère, qui est l'organisation sioniste mondiale, qui a son siège à Londres. Mais la Fédération sioniste allemande était concernée par, donc, évidemment, l'arrivée du nazisme, et cette Fédération sioniste allemande avait un journal qui s'appelait le Jüdische Rundschau. J'ai pu consulter, disons, ce journal qui révèle énormément de choses. Et comment la Fédération sioniste allemande a réagi à ces premières mesures antisémites d'Adolf Hitler, donc de février-mars 1933, et face à entre autres, au port de l'étoile jaune, voire même l'étoile de David qui était peinte sur les vitrines des commerces juifs allemands, avec, vous savez, la formule « allemand n'achète pas chez les juifs ». Eh bien, j'ai consulté donc le journal de la Fédération suisse-allemande, le Jüdische Rundschau, et en particulier le numéro du 4 avril 1933, qui porte un titre. Et ce titre, c'est
Tragt ihn mit Stolz den gelben Fleck. Portez-la donc avec fierté, cette marque jaune. Voilà le titre de cet article. Et les autorités sionistes allemandes disent ceci. Alors, j'ai publié les originaux en allemand, traduction, je vous donne un extrait de la réaction donc des autorités sionistes allemandes face à Hitler. Et vous allez voir, c'est assez étonnant. Je cite. Nous, Juifs, qui avons été élevés dans l'esprit de Theodor Herzl, d'où la nécessité de connaître ses carnets, entièrement expliqués, synthétisés dans la première partie de mon livre. Nous, Juifs, qui avons été élevés dans l'esprit de Theodor Herzl, nous n'accusons personne aujourd'hui. Nous cherchons seulement à comprendre et à nous questionner sur notre propre culpabilité et sur la mesure dans laquelle nous avons péché. Les Juifs portent une lourde culpabilité, non seulement parce qu'ils n'ont pas tenu compte de l'appel de Theodor Herzl, mais parce qu'ils l'ont même en partie tourné en ridicule. Il n'est pas vrai que les Juifs sont des traîtres à la nation allemande. S'ils sont coupables d'une trahison, c'est d'une trahison dirigée contre eux-mêmes, contre la communauté juive, parce que chaque Juif n'a pas fièrement affiché sa judéité. Parce qu'il ne voulait rien avoir à faire avec la question juive, il partage la responsabilité de l'humiliation de tous les Juifs. Ceci est un avertissement pour tous les traîtres à la judéité. Celui qui s'éloigne de la communauté en s'assimilant, c'est-à-dire refus du mariage entre Juifs et Allemands. Les von Nuremberg, vous savez, elles ont rendu service à M. Allemand. J'irai plus loin tout à l'heure. Celui qui s'éloigne de la communauté en s'assimilant pour améliorer sa propre situation ne devrait pas être récompensé pour cette trahison. Cette attitude envers les renégats contient le début d'une clarification. Être un renégat est honteux, mais tant que le monde y prêtait de l'importance, cela semblait avantageux. Désormais, ce n'est plus un avantage. Un juif est identifié comme tel. On lui applique la marque jaune, de David. Le fait que les dirigeants qui ont décrété le boycott aient demandé à ce que les entreprises boycottées soient identifiées par une marque jaune sur fond noir est un symbole terrible. Cette mesure se veut un stigmate, une manifestation de mépris. Nous l'acceptons et nous voulons en faire un signe d'honneur. Entre autres symboles et inscriptions, de nombreuses vitrines ont été peintes d'une grande étoile de David. Juifs, ramassez-la et portez-la avec fierté. Si le national-socialisme reconnaît cette situation, il souhaitera, sans aucun doute, avoir comme partenaire juif une communauté juive qui attache du prix à son honneur. 4 avril 1933, dans l'édition du Jüdische Rundschau. Face à cette situation, on peut reconnaître déjà qu'il y a de la part de cette fédération la volonté de défendre les spécificités juives. Le sionisme défend la culture hébraïque, la pureté du sang juif, toutes les caractéristiques culturelles juives. Et le 21 juin 1933, la Fédération sioniste allemande va adresser un mémorandum à Adolf Hitler. L'original est dans le livre, en allemand, entièrement traduit en français. Je vais vous citer quelques extraits de ce mémorandum du 21 juin 1933. Yvon sont pesant cacahuètes. Je cite. Nous voulons insérer notre communauté dans la configuration globale sur le sol du nouvel État qui a mis en place le principe des races, afin qu'il nous soit également possible d'avoir une activité fructueuse pour la patrie dans la sphère qui nous est attribuée. Nous croyons que c'est justement la Nouvelle-Allemagne qui, grâce à une décision audacieuse quant au traitement de la question juive, peut faire un pas décisif pour surmonter un problème qui, en réalité, doit être traité par la plupart des peuples européens, même par ceux qui nient aujourd'hui, dans leur prise de position sur la politique extérieure, l'existence d'un tel problème dans leur propre rang. Écoutez ce passage de la Fédération sioniste, mémorandum adressé à Hitler. Notre engagement pour la notion de peuple juif établit un rapport sain et honnête avec le peuple allemand et sa situation nationale et raciale.
C'est justement parce que nous ne souhaitons pas falsifier ce fondement, parce que nous sommes nous aussi contre les mariages mixtes. Et pour le maintien de la pureté de nature juive et refusons les transgressions dans le domaine culturel, que nous pouvons, alors que nous avons été élevés dans la langue et la culture allemande, participer avec admiration et empathie aux œuvres et valeurs de la culture allemande. Le sionisme veut organiser l'émigration des Juifs vers la Palestine de manière à alléger la position juive en Allemagne. 21 juin 1933. Donc vous voyez, vous avez une défense de la pureté du sang juif contre les mariages mixtes, et finalement on peut observer une similitude de pensée d'un point de vue préservation raciale avec les nazis. Les nazis défendaient la pureté du sang allemand, la pureté de l'identité allemande. Les sionistes disent la même chose, simplement pour les juifs et contre les mariages mixtes. Et c'est très, très intéressant de voir ça parce qu'on voit que le phénomène est ancien. Voyez-vous, sionisme et mondialisme, c'est le tome 3. Le tome 1, c'est la classe. Le tome 2, c'est archive-mondialisme. Et le tome 3, c'est sionisme et mondialisme. Et dans archive et mondialisme, j'avais déjà trouvé des passages bien avant 1933, propres aux sionistes, qui défendaient la pureté du sang juif. Et pour cela, je vais vous citer, donc, dans Archives mondialistes, page 208, 2 extraits. Le premier date de 1913, il est, alors je mets des références, donc vous regarderez, il date donc de 1913, il a été rédigé par Arthur Ruppin, qui est un sioniste et qui participera beaucoup d'ailleurs à la mise en place du peuplement juif en Palestine. Donc, que disait Arthur Ruppin en 1913? Je le cite. « Nous pouvons donc admettre sans réserve le haut potentiel intellectuel des Juifs et nous avons raison de souhaiter préserver ce type humain supérieur comme une entité distincte, sans mélange, car c'est la seule façon de préserver et de cultiver le caractère de cette race. Toute race de qualité supérieure dégénère rapidement lorsque ses membres s'unissent à une race inférieure, et c'est au sein du peuple hébreu que le juif trouve naturellement son égal et qu'il peut le plus aisément s'associer. On ne peut catégoriquement affirmer que le métissage des juifs avec d'autres races engendre invariablement une postérité dégénérée. » Je relis la phrase. On ne peut catégoriquement affirmer que le métissage des Juifs avec d'autres races engendre invariablement une postérité dégénérée. Mais il est certain, néanmoins, qu'avec le métissage, le caractère de la race se perd et que les descendants d'un mariage mixte ont peu de chances d'hériter de dons exceptionnels. Le mariage mixte étant clairement nuisible à la conservation des hautes qualités de la race, il s'ensuit qu'il est nécessaire de tenter de l'empêcher de préserver le particularisme juif. Donc finalement, dans ces propos d'Arthur Ruppin de 1913, dans ce livre The Jews of Today, eh bien, on retrouve la même patte dans le mémorandum de juin 1933. Et j'ajoute cet élément tenu en 1934 par un juif allemand sioniste qui s'appelait Joachim Prinz, 1902-1988, qui avait écrit un bouquin en allemand, donc Wir Juden, et qui disait en 1934, je le cite, c'est toujours donc dans Archives mondialisme, « Nous voulons que l'assimilation soit remplacée par une nouvelle loi, la déclaration d'appartenance à la nation juive et à la race juive. Un État fondé sur le principe de la pureté de la nation et de la race ne peut qu'être honoré et respecté par le juif qui déclare son appartenance à son propre peuple, car seul celui qui honore sa propre race et son propre sang peut respecter et honorer la volonté nationale des autres nations. » Joachim Prinz, Wir Juden, édition Erich Reiss, Berlin 1934, pages 154 et 155. Archimondialisme, tome 2, j'en ai fait qu'aller plus loin pour retrouver des propos similaires tenus par la Fédération sioniste allemande. Bon. Alors, les choses vont aller même encore plus loin. Voyez-vous, dans ces premiers mois de l'année 1933, vous allez avoir
au cours de l'année 33, et ça va se poursuivre même durant l'année 34, des représentants SS, et plus exactement un SS, qui s'appelait Leopold von Millenstein, qui va nouer des contacts avec un dirigeant sioniste qui s'appelait Kurt Turler. Et ces deux personnes, accompagnées de leurs épouses, vont aller en Palestine et visiter différentes implantations sionistes en Palestine sous mandat britannique, au cours de l'année 33-34. Et à son retour de Palestine, Léopold von Millenstein, SS de son État, va écrire plusieurs articles relatant son voyage et tout ce qu'il avait vu dans le journal Der Angriff. Der Angriff, c'était le journal de Joseph Goebbels, le patron de la propagande nazie. Donc, vous voyez, le sommet. Bon. Et des écrits moins des négatifs, soulignant donc le développement de ces colonies et des caractéristiques. Et suite à cette visite et à ces articles ensuite qu'on trouve dans la revue de Goebbels, Der Angriff, Joseph Goebbels va frapper une pièce commémorative. Et cette pièce commémorative, il y a recto et verso avec les indications suivantes. Je tiens déjà à préciser que cette pièce recto verso est sur la couverture de mon livre. Vous avez d'un côté l'étoile de David, avec la formule en allemand, la phrase en allemand, un nazi se rend en Palestine, et de l'autre côté, la croix gammée, et le raconte dans l'Angriff, donc le journal, la revue de Joseph Goebbels. Donc c'est une pièce de monnaie qui a été donc fabriquée sur ordre de Joseph Goebbels pour commémorer cette coopération entre nazis et sionistes et le voyage de von Millenstein et Kurt Turler en Palestine. C'est sur la couverture du livre, et vous voyez d'ailleurs apparaître, normalement sur l'écran, c'est cette représentation qui est archi-officielle, mais qui n'est pas du tout révélée dans les médias actuels, dans les médias classiques, et il est toujours bon de révéler, ou en tout cas d'affirmer des faits historiques, même si ces derniers sont désagréables à entendre pour certains. Alors, cette histoire de boycott que certaines factions juives voulaient mettre en place contre l'Allemagne nazie, avec différents degrés, tout cela va aboutir en fait à un événement apparemment inattendu. C'est un accord signé entre les sionistes allemands et les dirigeants nazis en août 1933. C'est un élément qu'il faut comprendre. Cet accord, c'est l'accord de la Havara. Havara, c'est le transfert en hébreu. Alors, il faut bien comprendre que les sionistes allemands ne voulaient en aucun cas d'un boycott contre l'Allemagne. Pourquoi ? Parce qu'il fallait pour eux que l'Allemagne économiquement se relève pour pouvoir financer l'exportation, en tout cas le flux migratoire de juifs allemands en direction de la Palestine, avec des arrangements financiers, économiques. Et donc une Allemagne réduite à néant, si un boycott avait été appliqué vraiment à 100%, cela ruinait complètement les espoirs sionistes de création d'un État d'Israël peuplé de juifs. Bon. Et donc, en août 1933, vous avez eu cet accord qui a été, parachevé par la publication d'un décret du Reich, dans l'équivalent du journal officiel allemand de l'époque. C'est le décret 54-33. J'ai mis l'original en allemand dans une des annexes de mon livre, Sionisme et mondialisme, entièrement traduit en français. Et c'était donc un accord qui stipule que les juifs allemands, à condition de recevoir une formation dans le domaine agricole, horticole, ou bien dans l'artisanat, peuvent, après cette formation, émigrer en Palestine. Et en fait, il m'a été possible, avec de nombreuses pièces d'archives, de montrer que cette formation a été absolument capitale dans ce sens qu'elle a permis la création de l'embryon du corps économique du futur État d'Israël créé en 1948. C'est-à-dire que les dizaines et dizaines de milliers de juifs allemands qui ont été formés
en Allemagne de 1933 à avril 1941, quelques mois avant l'intervention allemande contre la Russie soviétique de Staline. Avril 1941, collaboration entre nazis et sionistes, 33, avril 1941, avec, tenez-vous bien, création de kibbutz en Allemagne, avril 1939, sous l'égide, entre autres, d'un certain Pino Ginzburg. J'ai mis le document et les références. Bon. Donc, formation d'un corps économique juif allemand, artisan, agricole, horticole, et ça a vraiment formé l'embryon de l'économie israélienne en 1948. Et ça, il n'y a pas photo. Et chose très intéressante, vous avez eu une coopération vraiment étroite entre nazis et sionistes. Il n'empêche, comme au sein du mouvement sioniste, vous aviez au sein du monde nazi des factions rebelles qui se tapaient entre elles, entre autres le ministère de l'Agriculture, qui ne souhaitait pas former ces juifs allemands pour être ensuite expédiés en Palestine. Ça, vous verrez les documents, les originaux que j'ai mis en allemand, puis traduits, entièrement traduits. Vous verrez, il y a eu des bagarres. Il a fallu l'intervention à un moment donné du chef suprême de la SS, Himmler, pour contraindre le ministère de l'Agriculture à obtempérer, pour vous dire les bagarres internes. Ça, j'avoue que je ne me doutais pas à ce point-là. Je savais qu'il y avait des tiraillements, mais à ce point-là, ça, je l'ignorais. Là, quand vous lisez les textes, bon. Et ces oppositions entre factions juives, entre factions nazies étaient si vives, qu'il a fallu l'intervention directe d'Adolf Hitler pour contraindre et obliger à l'immigration juive allemande dans la direction de la Palestine. Et j'ai trouvé le document, le rapport qui en parle. Entre autres, c'est le rapport du mois de janvier 1938. Vous verrez ça dans mon livre Sionisme mondialiste. J'ai publié l'original en allemand. Rapport qui a été donc rédigé par ce haut fonctionnaire allemand qui s'appelait Karl Claudius. Je vais vous lire le passage, un extrait, le document est bien plus long. Je le cite, donc janvier 1938, après le communiqué du Bureau de politique étrangère, le Führer a de nouveau décidé, très récemment, après un nouvel exposé du Reichsleiter Rosenberg, c'était le théoricien du nazisme, que l'immigration des Juifs hors de l'Allemagne devait toujours être encouragée, mit allen Mitteln, par tous les moyens. Je continue la citation de ce rapport. La question de l'immigration de Juifs hors d'Allemagne vers la Palestine a été tranchée depuis par une décision du Führer, de nouveau dans le sens où il fallait continuer à encourager l'immigration. Et ça, c'est très intéressant de voir et de prouver qu'Hitler a voulu et encouragé et soutenu l'immigration juive allemande en direction de la Palestine, malgré l'opposition, entre autres, du ministère de l'Économie. Parce que l'accord de Havara présentait certains problèmes, et je vous dis, outre le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Économie aussi bloquait sur cet accord. Mais il a fallu l'intervention d'Hitler, et ça a débloqué la situation. Alors, je terminerai par un point. Je ne peux pas tout dire dans cet entretien, dans cette vidéo. Je peux vous dire qu'il y a des révélations fracassantes dans ce livre, prouvées. Il y en a une en particulier, j'ai beau être un peu rodé aux coulisses de l'histoire, il y a des moments où, bon, vous verrez ça. Non, je vais quand même vous en donner une fracassante, une parmi plusieurs. Le régime nazi, Hitler en tête, était confronté à un problème, le blocage par les autorités britanniques de l'immigration juive allemande en direction de la Palestine. Pourquoi? Les Anglais, étant donc, dirigeant la Palestine dans le cas d'un mandat, ne voulaient pas voir la population juive augmenter en nombre en Palestine à cause du ressentiment croissant des Arabes à l'égard des Juifs. Vous voyez, ce qui se passe actuellement, en fait, c'est ancien. Les Arabes ne voulaient pas voir ces Juifs arriver en grand nombre et finalement être noyés sous la masse. Et donc, les autorités britanniques faisaient tout pour bloquer l'arrivée de navires, de bateaux allemands, bateaux grecs, parce que là aussi vous verrez qu'en fait vous avez eu
des Grecs qui ont joué un rôle. Je donne les noms des bateaux d'ailleurs aussi, pour favoriser, donc débarquer les populations juives sur les côtes de Palestine. Et donc les autorités britanniques menaient une sorte de blocus. Et Hitler est intervenu pour contourner ce blocus. Et il y a eu un événement vraiment de poids. Au sein du mouvement sioniste, vous aviez ce qu'on appelle la Haganah. La Haganah, c'est la défense en hébreu, qui concerne tout ce qui a trait donc au milieu militaire et les services de renseignement. La Haganah était à l'origine à Londres. Le siège central était à Londres. Et cette Haganah s'est installée à Paris à l'instigation de Léon Blum, Front Populaire. Et le centre de la Haganah, à Paris, avait une filiale, une succursale, qui a été installée à Vienne, en Autriche, Autriche devenue province allemande à partir de mars 1938 avec son annexion au Reich. Et il faut savoir que l'objectif de la Haganah à Vienne était de favoriser le départ des Juifs d'Autriche, enfin les Juifs germanophones, en direction de la Palestine. Et pour cela, j'ai lu l'ouvrage et les archives qu'il y avait avec aussi, d'un juif autrichien qui était jeune à cette époque, qui est devenu ensuite, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, citoyen israélien, qui a travaillé au sein du Parlement israélien, la Knesset, qui était aussi ambassadeur d'Israël à Rome, entre autres, et qui a écrit un livre qui est paru en 1975. Cet ouvrage s'appelle Open the Gates. L'auteur s'appelle Ehud Avriel et il raconte, et c'est page 29 du livre, j'ai mis les références, vous allez voir, enfin vous verrez pour le bouquin, que la succursale de la Haganah à Vienne s'était installée exactement en face du siège de la Gestapo. Et ils se rencontraient sur rendez-vous, s'il vous plaît, pour gérer le flux migratoire juif en direction de la Palestine et les mesures à prendre pour contourner le blocus britannique. Le livre a été préfacé par le Premier ministre israélien Golda Meir. Il est vrai qu'elle avait participé à l'origine, en tant que juive américaine, à la délégation américaine envoyée en juillet 1938 en France. Il y a eu cette rencontre en France de différents pays pour gérer le départ des Juifs d'Allemagne. Elle faisait partie de cette délégation, non pas sous le nom de Golda Meir, mais de Golda Meirson. Donc elle était parfaitement au courant de toutes ces histoires. Donc c'est très intéressant de voir que le siège de la Haganah, donc service militaire et renseignement du mouvement sioniste, à Paris, grâce à Léon Blum, avait une succursale à Vienne, dans la même rue, exactement en face du siège de la Gestapo, pour collaborer, parce que là, il faut dire le mot, avec les autorités nazies, entre autres avec Adolf Eichmann, et je ne vous parle pas de son collaborateur, ça vous verrez, pour ceux qui achèteront le livre, là je suis quand même tombé des nues, et pour collaborer et donc permettre la migration des Juifs vers la Palestine. Sachez qu'il y a dans une des annexes de mon livre un document, une pièce d'archive, traduite en français entièrement, qui permet de savoir le nombre total de Juifs à avoir quitté l'Allemagne, 352 000, subdivisé en fonction des pays, et plus de 80 000 ont pu s'installer en Palestine, formés avec un certificat, soit dans le même, donc je vous dis, artisan, agricole, horticole, et c'est ça qui a permis de poser les fondements de la toute jeune économie israélienne en 1948. Alors ce que je dis peut-être désagréable à entendre, il n'y a pas secret. Herzl disait dans ses carnets complets que c'est l'antisémitisme qui aidera à la création de l'État d'Israël. On peut dire que vraiment le régime nazi, il a aidé à la création de l'État d'Israël en 1948, n'en déplaise à certains.